Ah, Manuel Bompard, il était là à l'instant tout de suite. Moi, je veux savoir ce qu'il a derrière le crâne, Manuel Bompard. Je veux savoir, mon gars. Bonsoir Manuel Bompard. Soyez le bienvenu, vous connaissez Alain Duhamel, vous connaissez Monsieur Cazenave, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. On va parler du budget. D'abord, si vous le permettez, un mot de la libération de Boualem Sansal. On a appris aujourd'hui qu'il allait bénéficier. Ah ouais, déjà un pressing. Non. Déjà un pressing Boualem Sansal, BFM TV. D'une grâce de la part du régime algérien. Ça fait un an quasiment, jour pour jour, qu'il était emprisonné en Algérie. Tout simplement, votre réaction? C'est une très bonne nouvelle, c'est un soulagement, je pense, pour l'ensemble des Françaises et des Français. C'est la démonstration aussi, je crois, et il faut saluer le travail qui a été fait par les diplomates, la diplomatie française, je crois la diplomatie allemande aussi. Exactement, puisqu'il est en ce moment dans un avion vers l'Allemagne. Libération, c'est la démonstration, je pense que ce travail-là, il paye. Et il paye davantage d'ailleurs que les coups de menton qu'un certain nombre de responsables politiques. Je parle notamment de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, auxquels ils se sont livrés. Et surtout, je veux dire qu'il y a un journaliste qui s'appelle Christophe Glaise, qui est toujours aujourd'hui retenu. Et qui doit être jugé dans quelques jours. J'espère qu'il y aura aussi une mesure de libération pour lui le plus rapidement possible. Mais quand Emmanuel Macron dit c'est le fruit des efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence, vous êtes d'accord avec lui pour dire halte au feu, il faut qu'on se parle des deux côtés de la Méditerranée? Évidemment, c'est la position que l'on défend nous les Insoumis depuis des mois et des mois. Et quand M. Macron dit ça, j'ai l'impression qu'il désavoue surtout la méthode qui a été celle de M. Retailleau dans le gouvernement précédent. Vous venez de saluer le rôle de la diplomatie. Elle est en mode col roulé là, M. Bompard. C'est une nouvelle DA, les gars. Petit dégradé, progressif. C'est la première fois que je le vois en col roulé. Ouais, très bien, très bien, très bien. Le membre de la diplomatie française, vous saluez aussi le rôle pour le coup du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a pris ses distances avec cette politique du bras de fer de son prédécesseur Bruno Retailleau. Saluer est un bien grand mot, mais évidemment, je préfère quand le ministre de l'Intérieur ne se livre pas aux mêmes outrances que le ministre de l'Intérieur précédent. On parlait il y a quelques instants sur ce plateau, Manuel Bompard, de Bruno Le Maire, qui fait donc à nouveau parler de lui depuis 3 jours, puisqu'il affirme avoir alerté à de très nombreuses reprises l'Élysée et Matignon du dérapage des comptes publics quand il était à Bercy. Je rappelle qu'il a quitté Bercy il y a 1 an. À l'instant, Thomas Cazenave, qui était son bras droit, dit rien de neuf. Cette lettre, on la connaissait. Il y a eu une commission d'enquête. On a alerté. C'est normal. Vous êtes d'accord avec lui? Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose dans la méthode de Bruno Le Maire qui essaye un petit peu, si vous voulez, de mettre à distance ses propres responsabilités dans la situation budgétaire difficile que connaît le pays aujourd'hui. On le voit venir, Bruno Le Maire. Quand même d'une mauvaise foi, c'est incroyable. Si Monsieur Le Maire, à l'époque, pensait vraiment que le pays allait dans le mur, peut-être qu'il aurait dû quitter le gouvernement, démissionner, le dire, pas juste envoyer un courrier. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Et la deuxième chose, c'est que évidemment que la situation budgétaire du pays, elle est catastrophique. Elle n'est pas catastrophique en raison de la position de Bruno Le Maire ou de je ne sais pas qui. Elle est catastrophique en raison de la politique économique qui a été mise en place par tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et pourquoi? Et là, je prends mes distances avec ce qui a été dit précédemment sur le plateau, parce que contrairement à ce qui a été dit, la politique d'Emmanuel Macron, elle s'est traduite par une baisse des recettes de l'État, et pas par une augmentation vertigineuse des dépenses, contrairement à ce qu'on dit tout le temps. Donc vous ne faites pas le procès de Bruno Le Maire. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va le dire tout à l'heure, David Guiraud, qu'on va écouter évidemment, mais il y a eu un nouvel article à nouveau où ça a pris encore une fois la TVA. Vous savez que Monsieur David Guiraud, c'est son combat, le fait qu'il y ait eu des exonérations faites aux entreprises à travers la TVA. Il y a eu 500 milliards d'euros de TVA qui ont été, Macron, il a un petit peu distribué à gauche, à droite, à certaines entreprises. Et du coup, c'est une baisse des recettes. Voilà, ça passe aussi par la TVA qui n'a pas été correctement collectée, on va dire ça comme ça. Ils ont disparu, oui, on peut dire ça. Ils ont disparu. Putain, je l'aime trop. Lui et Antoine Léaumont, c'est abusé, ils sont imprenables. On a des bons députés, les mecs. Hein. On a des très bons députés. Hein. J'aime bien. Je fais le procès de Bruno Le Maire, mais au même titre que les membres des différents gouvernements macronistes. Et ils sont tous responsables du chaos et de l'impasse. C'est pas du tout ça, mec. Alors, est-ce que tu peux argumenter ou pas? Tu peux m'expliquer ou pas, monsieur Anto 1970? Moi, je veux bien te lire, il n'y a pas de problème. Hein. De la politique économique qui a été mise en place. Salut Fédaïm. Éric Coquerel, insoumis qui dirige la commission des finances de l'Assemblée, a dit c'est une omission d'État. Omission d'État, on n'est pas très loin de mensonge d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Entre 100 et 200 milliards, par contre, pas 500 milliards. Wow.
c'est quand même des milliards, quoi. Vous savez, moi j'étais en commission des finances entre 2022 et 2024. Année après année, nous prenions la parole en commission des finances en disant arrêtez, vous faites des projections économiques pour justifier votre budget qui s'appuie sur des hypothèses farfelues et à la fin vous verrez il y aura davantage de déficit que ce que vous proposez initialement. Et à chaque fois à la fin de l'année on se rend compte qu'effectivement c'est farfelu et qu'il y a 200 des déficits milliards, plus importants que ce qu'il y avait milliards. précédemment. Donc oui, bien sûr qu'il y a eu une manière de cacher le résultat de la politique économique d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements et qu'aujourd'hui on a sous les yeux le résultat de cette politique. Attends. Tu confonds avec les cotisations? Non mais les mecs, là j'ai l'article sous les yeux. Le financement de l'État mis à mal. Part de TVA utilisée pour le fonctionnement de l'État en pourcentage, 91% c'était en 2018, 45% de la TVA collectée ne sert plus à faire fonctionner correctement l'État. En 7 ans, les recettes de la TVA affectées au financement des services publics ont diminué de moitié. Le reste sert à compenser les exonérations de cotisations patronales. Donc la TVA, c'est aussi dans les entreprises les mecs, hein, donc taxe sur la valeur ajoutée. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça monte à 200 milliards d'euros. C'est quand même ça qui est important. Encore une fois, je veux le redire. La politique d'Emmanuel Macron, elle s'est traduite par... La TVA a été collectée seulement, elle doit être reversée pour les services publics de l'État. Ce n'est pas ce qui a été fait. Elle a permis de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises, donc c'est pas un problème de TVA payé ou non, simplement un mauvais financement. Alors j'ai jamais dit qu'il y a eu des fraudes à la TVA, hein. Je n'ai jamais parlé de ça. Hein. Je n'ai jamais parlé de problème de TVA payé. Hein. J'ai dit que la collecte de la TVA, on va dire que, en quelque sorte, ça a exonéré des entreprises. Pas si je me suis bien exprimé, sur les cotisations patronales. Il y a des cadeaux fiscaux qui ont été faits. Factuellement, c'est vrai. Ça dit qu'elle n'a pas été collectée correctement. Bon, ben merci pour la correction alors. Je me suis mal exprimé. Des baisses massives des recettes de l'État en proportion du PIB. On a perdu à peu près 3 points sur les recettes de l'État. Et c'est des cadeaux qui ont été faits, qui ont profité, écoutez-moi bien, 80 fois plus aux plus riches qu'aux plus pauvres. Et aujourd'hui, une fois qu'on a vidé la caisse en faisant des cadeaux aux plus riches, on vient voir les Françaises et les Français, on leur dit « Et maintenant, c'est à vous de payer la facture. » Bah, excusez-moi, mais il y a des gens comme moi qui disent « Bah non, c'est pas à eux de payer la facture, c'est à ceux à qui on a fait ces cadeaux. » Vous arrivez tout juste de l'Assemblée nationale, vous avez pris part au vote il y a quelques minutes qui a abouti à une majorité assez large, plus d'une centaine de voix d'écart, à une suspension de la réforme des retraites que vous avez combattue mordicus à l'Assemblée et dans la rue il y a 2 ans sous Elisabeth Borne. Vous êtes un homme heureux ce soir de cette suspension ? Non, parce que je sais que c'est une entourloupe, c'est une esbrouffe. Vous dites encore ça? Oui, bien sûr. Pourquoi? Et je le dis parce que c'est vrai. D'abord, pardon, mais ce n'est pas une suspension. Enfin, je veux dire, moi, j'ai lu la lettre rectificative, puisque c'est le terme employé, du gouvernement. Ce qui a écrit à l'intérieur, c'est que la progression, la montée en marche vers la retraite à 64 ans, qui normalement devait arriver pour les personnes nées en 1968, c'est décalé d'1 an. Et vous êtes d'accord que c'est bien 3 mois plus tôt le départ, même 6 mois. Oui, mais une suspension, c'est pas ça, Monsieur Fauvel. Une suspension, ce serait une situation dans laquelle au-delà du mot, Manuel Bompard, c'est la situation. Mais le mot, il est important. Enfin, soyons bien clairs. Si je vous dis que vous êtes journaliste ou autre chose, vous allez trouver que c'est important que je vous dise que vous êtes journaliste. On est bien d'accord qu'il y a des millions de personnes qui vont, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er janvier 2028, attendez, j'ai pas fini ma question. Non, mais je suis pas d'accord. Pouvoir partir 3 mois plus tôt que ce qui était prévu. Non, c'est faux. Il n'y a pas des millions de personnes qui vont pouvoir. 3 millions. Ah bon? Sur la base de quel calcul vous faites ce chiffre-là? Je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, 700 ou 800 000 départs par an et qu'on est sur 3 générations. Alors d'abord. Ouais. Alors allez-y. Ouais. Non, mais on va préciser les choses. En vérité, personne n'est capable de dire combien de personnes seraient concernées par l'idée qu'ils partiront 3 mois plus tôt. Pourquoi? Parce que dans une génération, il y a à peu près 800 000 personnes. Oui. La question c'est... Et je me trompe pas sur tous les chiffres. J'ai pas dit que vous vous trompiez sur tous les chiffres. Dans une génération, ça c'est facile, il suffit d'aller sur le site de l'INSEE, les gens qui sont nés en 1964. Génération 64, 65, il y en a à peu près 800 000. Ouais. Oui, mais attendez. D'abord, la première génération bénéficie de ces 3 mois-là. D'accord? Ensuite, il y a une élection présidentielle et une élection législative. Donc en fait, personne n'a de garantie sur ce qui va se passer après. C'est-à-dire il peut y avoir un gouvernement comme le mien, et dans ce cas-là, on abrogera totalement la réforme. Ouais. Et puis il peut y avoir un autre gouvernement, évidemment, je ne le souhaite pas. Par exemple, comme si M. Édouard Philippe gagne l'élection présidentielle, et dans ce cas-là, on va à la retraite à 67 ans. Vous savez, pardon Manuel Bompard, vous savez ce que répond la patronne de la CFDT à cet argument-là, Marie-Lise Léon? C'est un argument de loser. Oui, très bien. Alors, il a dit argument de loser. Alors oui, il y a eu un communiqué de la CFDT, donc un des principaux syndicats de France, qui avait dit qu'il fallait voter la suspension, le décalage de la réforme des retraites. Donc le communiqué, il est sorti hier. D'ailleurs, j'ai vu le nombre de tweets cités, les insultes qui se sont mangées.
C'était quoi l'expression? C'était si le PS rétablissait l'esclavage, la CFDT négocierait les poids des chaînes. Incroyable cette expression quand même, incroyable. Donc ouais, ils se sont fait vraiment insulter leur mère hier sur Twitter, c'était chaud quand même, c'était vraiment chaud. Mieux vaut une suspension aujourd'hui qu'une abrogation qui n'arrivera peut-être jamais. Non mais d'accord. Vous n'avez qu'à gagner, c'est elle qui le dit, ce n'est vous pas n'avez une qu'à gagner suspension, l'élection. vous pouvez répéter 10 fois les mêmes choses. Et après, allez, à la c'est limite, elle qui a dit mettons argument ça de des côté. losers. La question qui est posée, indépendamment du nombre de personnes qui sont concernées, c'est est-ce que vraiment ils vont y gagner, ces personnes-là? Ça c'est vrai. Moi je vous dis une bonne question. que ces personnes-là n'y gagneront pas. Parce que peut-être qu'ils pourront partir 3 mois plus tôt à la retraite. Oui. Mais la question, c'est comment vous financez cette mesure. Or, ce que propose le gouvernement, c'est de financer cette mesure par un gel des pensions de retraite l'année prochaine et une sous-indexation des pensions de retraite pendant 4 ans. Ce que vous dites, si je peux me permettre, Manuel Bompard, n'est pas tout à fait exact, puisque le gouvernement a changé. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, peut-être que n'êtes-vous pas au courant, c'est une déclaration Si, je suis de très au courant. Bon, pardon, Jean-Pierre Farandou a dit ce matin, désormais pour financer la suspension de la réforme des retraites, nous abandonner, non d'ailleurs... Le gel des pensions de retraite a été rejeté il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Et c'est désormais l'argent qui a été... ah ben, me regardez pas comme ça, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est la hausse de la flat tax, c'est-à-dire la taxation du capital, hausse qui a été votée il y a quelques jours par un amendement du Parti Socialiste qui rapporterait 2,8 milliards d'euros qui permettra de financer la suspension. Ok, alors on va rentrer dans les détails sans être en essayant de ne pas être technique. Mais on est un peu obligé parce que c'est un sujet... Le gouvernement dit... Ça a l'air technique un peu les gars tout ça, hein. Les journalistes ont peur, c'est vrai qu'il a... Il a de l'aura, Manuel Bompard, les mecs. Hein. Vous voyez bien que le journaliste, après, il a l'air un peu timide quand même. Hein. Mais vous voyez bien qu'il y a de la présence, il y a une aura autour du plateau. C'est vrai qu'il impose quand même le Manuel Bompard. Hein. Il impose. On écoute. Fait cette concession au Parti Socialiste, on ne touchera plus aux retraités. Désormais, c'est le capital. Excusez-moi de vous le dire, mais je vous l'avais dit vous-même, je reviens de l'Assemblée nationale. La ministre, Madame Montchalin, a pris la parole tout à l'heure, précisément avant le vote, des infos plus avant le vote que vous venez d'indiquer, et elle a dit qu'elle était opposée à l'idée qu'il n'y ait aucune mesure de sous-indexation des pensions de retraite. Donc, je suis désolé, dont je n'avais pas c'est sur les bancs tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Moi, la déclaration de M. Farandou date de parce ce matin. Parce qu'en vérité, il y a une ambiguïté sur le sujet. Vous pouvez dire que vous renoncez au gel, c'est-à-dire que le gel, ça voulait dire qu'il n'y a aucune revalorisation. Mais vous pouvez décider d'avoir une revalorisation qui est en dessous de l'inflation. Ouais. Donc, le résultat est le même. C'est donc des retraités qui vont payer le prix de ce décalage. Or, monsieur Fauvel, si vous considérez que ce décalage-là coûte pour les finances publiques l'année prochaine à peu près 300 millions, c'est ce que dit le gouvernement, et que dans le même temps, le gel juste des pensions de retraite coûte à peu près rapporte à peu près 2 milliards, c'est ce que dit le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un ratio de 6 entre les deux. Si demain je viens et je vous donne 1 euro et que je vous en prends 6, est-ce que vous allez me dire que vous avez bénéficié de la situation? Évidemment non. Et c'est ça la question qui est posée si j'ai un trou dans mon compte en banque, comme c'est le cas de la Sécu aujourd'hui, de 23 milliards d'euros. Non, ça dépend pas. Pour une personne, la personne concernée, vous lui aurez donné 1 euro et vous lui en aurez repris 6. Mais vous savez que tout le ça, bilan à la fin, c'est que vous lui en avez enlevé 5. C'est un peu technique, mais c'est important. Non, c'est ça la réalité du débat. La suspension de la réforme des retraites, elle fait partie d'un tout qui s'appelle le budget de la Sécu, qui a un... Prof de maths, il est doué, ratio de 6, tout ça, quick math. Quick math, mon gars, c'est Vegapunk, frère. C'est Vegapunk, mon gars. Trou cette année de 23 milliards d'euros. Oui, mais alors ça, bon, après, si vous voulez, on parle du déficit de la sécurité sociale. Est-ce que vous savez que chaque année, on prend dans le budget de la sécurité sociale de l'argent pour aller rembourser une dette qui s'appelle, qu'on verse dans une caisse qui s'appelle la CADES, c'est à peu près 25 milliards d'euros par an. Si on enlève ces versements, le déficit de la sécurité sociale, il n'existe pas aujourd'hui. Donc vous voyez, on peut débattre de ça. Par exemple, nous, on a proposé un amendement pour arrêter de verser à la CADES. Et là, il n'y aurait plus de déficit de la sécurité sociale. Juste, c'est ça qui est important pour les gens. Moi, évidemment... La CADES, c'est quoi ça? La CADES a désormais amorti 258 milliards d'euros, nanani, nanana, je sais pas quoi. C'est quoi ce truc? C'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? La caisse d'amortissement de la dette sociale. Oh. Ok. Que si les gens pouvaient en bénéficier, en profiter, même si ça ne concernait pas tout le monde. Merci pour le chef Arthur. Super, on y va. Sauf que le problème, c'est que à la fin, même les personnes qui pourraient peut-être partir 3 mois plus tôt à la retraite, ils vont payer 3 ou 4 fois plus le prix parce que leur pension de retraite serait sous-indexée pendant 4 ans. Mais vous pensez pensez pas que ça va, j'allais dire, vous suivre comme un boulet pendant la campagne présidentielle où on va
vous le reprochez, le Parti socialiste va sans doute vous le reprocher pendant l'élection présidentielle, sur comment Olivier Faure donne le ton ce soir. Vous l'avez entendu à la sortie, juste après le vote, dire « Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ou une femme de gauche puisse voter contre un progrès social et voter avec la droite la plus rétrograde », allusion au fait que le RN... le RN a voté comme le Parti socialiste. Le RN a voté comme le Parti socialiste. Vous avez raison. Retourner l'argument, ça n'a pas de sens, cet argument. La vérité, c'est est-ce que c'est un progrès social ou pas? C'est ça la seule question qui est posée. S'arrêter 3 mois plus tôt, on peut considérer vous pouvez faire comme si vous n'avez pas entendu ma démonstration juste avant, mais je vous ai fait la démonstration qu'en échange de ça, vous allez avoir des coupes qui sont beaucoup plus importantes et qui vont impacter directement les Français. Coupes qui auraient peut-être été réelles même sans la suspension. Ah oui, mais pas avec la censure du gouvernement. Parce que c'est ça la question qui est posée. C'est pas la suspension ou pas la suspension. C'est en échange de la suspension, le Parti socialiste laisse ce gouvernement en place et donc le laisse développer un certain nombre de mesures. Par exemple, le gouvernement a l'intention de doubler les franchises médicales. 2,3 milliards d'euros de recettes pour l'État. C'est un décret, donc c'est pas dans le budget. Ce sera pas dans le budget. Voilà. Est-ce que, en échange de la non-censure, le Parti socialiste a obtenu un engagement du gouvernement à ne pas doubler les franchises médicales? Évidemment non. Donc vous voyez, vous devez prendre le sujet dans sa globalité. Et dans sa globalité, si vous laissez passer ce budget de la sécurité sociale, même avec ce décalage de la réforme des retraites, les gens, les retraités en particulier, vont payer davantage que ce qu'ils vont recevoir. Et donc ça s'appelle pas un progrès social. Et pour le reste, je pourrais vous dire avec un peu d'humour que recevoir de la part du Parti socialiste, qui est quand même le parti qui a fait par exemple la réforme Touraine, c'est-à-dire l'accélération du... Manuel Bompard, il devient trop solide, ils vont plus l'inviter. Ouais, ils ont pas le choix les mecs de l'inviter maintenant. Mais voyez, encore une fois les gars, là on parle d'un député, Mathilde Panot, c'est elle normalement qui doit participer à ce genre d'entrevue, parce que c'est elle la présidente des députés à l'Assemblée nationale, en tout cas la présidente LFI. Mais c'est Manuel Bompard qui fait le travail. Donc, on le sait, on le voit, à la France Insoumise, ils sont en train de dessiner le portrait du futur président, soit en 2027, soit en 2032. Mais il est là, les gars. Il parle bien en plus, hein. Il parle bien, il est là. Du nombre de trimestres, l'augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite. De recevoir de leur part des leçons sur ce qui va dans le sens des Françaises et des Français pour qu'ils puissent partir à la retraite plus tôt. Ce serait un peu risible si ça n'était pas vrai. Est-ce que tu as vu ces tweets par rapport à France Télévisions? Ouais, j'ai vu. Alors, j'ai vu que France Télévisions se sont excusés. J'ai vu de part et d'autre excuses, pardon, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas des excuses. Enfin, si, c'était des excuses à moitié avouées. Mais dans le même temps, la journaliste n'a même pas été suspendue, n'a même pas été sanctionnée. Il n'y a pas eu un blâme, il n'y a rien eu de spécifique. Mais bon. Et Mélenchon, il dit rien. Mélenchon, il dit rien par rapport à tout ce truc. Alors Mélenchon, les mecs, vous le savez très bien, mais pour le moment, il est un peu en retrait. Il laisse ses acolytes faire le travail tranquillement. C'est ça, les amis, les responsabilités sont partagées. Tout le monde parle bien. Mais Mélenchon, il n'a pas cette capacité de faire tous les plateaux de télé quand même. Hein. L'examen du budget de la Sécu, dans lequel se trouve donc cette fameuse suspension de la réforme, se poursuit en ce moment même. Vous avez marqué une petite pause pour nous rejoindre sur le plateau de 60 minutes. L'examen est censé se terminer ce soir, cette nuit à minuit, je crois. Vous, il va revenir après, un vote. Vous dites même que vous êtes prêt à aller au bout de la nuit. Pourquoi? Expliquez-nous. D'abord, c'est le deuxième non-dit de ce décalage. C'est qu'en fait, il n'existe pas. Puisque, en fait, c'est un article qui a été voté cet après-midi. Mais si à la fin, il n'y a pas de vote global pour valider le budget de la sécurité sociale, ça part au Sénat. Ça part au Sénat et le gouvernement s'est engagé à reprendre tous les amendements votés dans le texte qui part chez les sénateurs. Peut-être qu'il reprendra tous les amendements, mais il suffira donc l'idée, d'une minute pour l'idée, c'est de dire, nous on veut aller au vote à tout prix pour obliger les socialistes à voter le budget de la Sécu dans lequel il y a la suspension de la réforme, mais aussi toutes les mesures que vous avez rappelées. C'est ça. L'idée principale, c'est de mettre le PS face à un mur. Mais non, mais moi, mon sujet, c'est pas le Parti socialiste. L'idée principale, Monsieur Fauvel, c'est peut-être quand même que, il me semble que pendant des semaines et des semaines, vous m'avez dit, vous devriez être content, il y a plus de 49.3, c'est l'Assemblée nationale qui va écrire le budget. Et donc, en fait, peut-être que c'est bien que l'Assemblée nationale, elle vote sur le budget, tout simplement, parce que si elle veut écrire le budget, il faut peut-être qu'elle vote. C'est pas une façon de dire au PS, vous aussi, vous allez devoir prendre vos responsabilités. Si vous voulez, mon avis, le PS est de toute façon tout à fait ridiculisé dans cette séquence. Et c'est pas c'est le cadet de mes soucis, le Parti socialiste. La réalité, c'est qu'il me paraît quand même normal que les députés puissent voter pour dire on est d'accord avec ce budget de la sécurité sociale ou on n'est pas d'accord. Or, le gouvernement a l'intention ce soir à minuit de mettre un terme au débat. Pourquoi? Parce qu'un article de la Constitution dit qu'après 20 jours en première lecture du débat sur la sécurité sociale, on peut partir au Sénat. Mais on peut. On n'est pas obligé.
Donc il reste à peu près 300 amendements là dans le débat. Il suffit que le gouvernement nous dise bon, on va travailler cette nuit ou on va travailler demain. C'est tout à fait légal, tout à fait possible. La Constitution le permet. Au moins, on va au bout, on examine tous les amendements et on vote. Et ensuite, s'il y a une majorité des députés qui valident ce budget de la sécurité sociale, je m'incline. Mais au moins qu'on puisse le vérifier. Parce que le gouvernement et le Parti socialiste sont en train de se mettre d'accord pour ne pas avoir besoin de voter, pour qu'on ne voit pas la réalité de l'entourloupe. La réalité de l'entourloupe, c'est que ce décalage de la réforme des retraites n'existe pas si en face vous ne dites pas avec quoi vous le financez. Et pourquoi ils ne veulent pas dire avec quoi ils le financent? Précisément pour la raison que je vous ai indiquée, parce qu'ils le financent avec des efforts sur les retraités, des efforts sur les malades, etc., etc. Il y a un homme, Manuel Bompard, qui... Très fort, hein. Ah, il est bon, il est bon, ça bégaye pas, ça bafouille pas, c'est fluide, j'aime bien. Il y a eu un petit commentaire que j'ai vu là. C'est moche de le dire comme ça, mais s'il faisait des implants capillaires, il se ferait bâcher mais gagnerait en charisme aux yeux de certains et gagnerait quelques points en cas de vote. C'est nul, je sais, mais dans le monde de merde dans lequel on est... Ouais, bon, après les gars, François Hollande, il était président de la République, t'as vu la calvitie de Monsieur Hollande? T'as vu la calvitie, mon gars? Désolé, les gars, bon, voilà quoi. On s'en bat les couilles des cheveux, je pense, hein. Je comprends la vision. J'ai la vision sur le délire du charisme. Je comprends qu'il faut avoir un petit peu de charisme, il faut avoir une belle gueule, bien rasée, etc. Je comprends l'idée. Et là, ça va, Manuel Bompard, les mecs, il s'en sort mieux que certaines personnes, quand même. Franchement, c'est pas le meilleur exemple, Manuel Bompard, hein. En vrai de vrai... Il y a pire, mon gars. Il s'en sort bien, frère. C'est pas Mister France, calmez-vous. Non, mais je comprends l'idée du charisme. Je comprends l'idée. Vous voyez Bardella? Pourquoi Bardella, il est à 35%, les mecs? On l'a vu il y a 2 ans, durant les législatives, quand il y avait des micro-trottoirs. Pourquoi vous aimez Bardella? Parce qu'il est beau? Parce qu'il est beau gosse? Parce qu'il est musclé? Parce qu'il a une belle gueule? Bah, le charisme, c'est important. Vu qu'il y a des personnes qui sont capables de voter pour la beauté et non pas pour le programme. Donc, à un moment donné, c'est important. Il est à 35%, les gars. Désolé, mais Bardella, il a 0 charisme. Alors, premier message, bienvenue. Je ne dis pas que Bardella, il est charismatique. Je dis simplement que des gens votent pour lui parce qu'il est charismatique. Parce qu'ils le trouvent charismatique. Les gars, la beauté est subjective. On n'est pas en cours de psychologie ou psychanalyse. Les gars, s'il vous plaît. La beauté, c'est subjectif, mon gars. C'est pas objectif. Pitié, genre. Regardez le nombre de meufs qui ont bandé sur Bardella. Le nombre de meufs, frère. Et Macron, c'était pareil, hein. Macron, c'était pareil, ma gueule. À votre avis, pourquoi Macron, il est passé aussi? Charismatique, belle gueule, trentenaire. C'est pas ses crèmes, frère. C'est pas ses crèmes, ma gueule. Et peut-être que Glucksmann, c'est pareil aussi, les mecs. Hein. Peut-être que Glucksmann, il a gratté des points parce que justement, il y a des gens qui l'ont trouvé bien charismatique. Hein. Eh oui, mon gars. Qui fait une autre proposition de réforme des retraites en ce moment, c'est Gabriel Attal, qui propose en quelque sorte le retour de la version Macron, celle qui a été enterrée. Oula, c'est... Oh là là. Les gars, les mecs de droite, les gars, s'il vous plaît, pas ce soir. Pas ce soir, les mecs de droite, extrême droite, pas ce soir. Manuel Bompard, il a aucun charisme, il est chelou dans son comportement et son regard. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Genre, qu'est-ce qu'il a fait de spécial à tes yeux? Dis-moi tout, genre, argumente. Un débile président, je préfère Hanouna. Oh là 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 là. Non, pas ce soir, les gars, je vous en supplie, frère. Non, j'ai pas la motivation. Monsieur, si orbiteur. Putain, le pseudo, frère, je suis déjà fatigué, gros. Par Édouard Philippe en 2019, c'est-à-dire une retraite à la carte, sauf que Gabriel Attal va un peu plus loin. Il dit il n'y aurait pas d'âge légal, là où Édouard Philippe avait mis un âge pivot au-delà duquel il y avait un malus. Il n'y aurait pas d'âge légal et il y aurait un cadeau de l'État à chaque enfant, à chaque futur travailleur de 1 000 € sur un compte placé, charge à lui de faire fructifier pour sa future retraite, ce qu'on appelle une retraite par capitalisation. Est-ce que c'est un mot tabou pour vous? La retraite par capitalisation, évidemment, moi je suis totalement opposé à la retraite par capitalisation et je défends le système de retraite à la française, on va dire, c'est-à-dire un système de retraite par répartition. Mais ça existe déjà? Vous dites je défends le système français, les fonctionnaires sont déjà en partie... Il y a des retraites complémentaires dans lesquelles il y a une partie de capitalisation. 4 millions de fonctionnaires, ça existe depuis 20 ans.
Vous ne remettez pas ça en cause? Bon, moi, je préfère un système qui est un système purement un système de répartition. Maintenant, il y a des choses qui ont été faites. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut les supprimer. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas, on voit pas les fonctionnaires descendre dans la rue aujourd'hui pour demander qu'on arrête ce système-là. Ok, oui. Mais là, c'est pas le sujet. Si, c'est ma question. Attendez, la question que pose M. Attal, c'est est-ce qu'on remplace un système de retraite actuel par répartition, donc avec une durée de cotisation nécessaire et un âge légal, par un système de retraite qui est un système de retraite par points. Alors, M. Attal, pour pas donner l'impression de reprendre la mesure de la dernière fois, explique que plutôt qu'on convertisse des points en euros à la fin, on va le faire chaque année. Mais le problème est le même. C'est-à-dire que ça s'appelle une retraite tombola. Chaque année, vous savez ce que vous allez verser, mais vous ne savez pas ce que vous allez recevoir quand vous allez arriver à la retraite. Ouais. Quant à la part de retraite par capitalisation, est-ce que vous savez par exemple qu'après la crise financière de 2008, 25% des retraites par capitalisation se sont évanouies? Parce que si vous placez ça sur des comptes en banque, eh ben vous êtes dépendant des aléas du marché. Eh ben moi, il n'y a jamais eu de problème en France sur les fonctionnaires, ça fait 20 ans que ça existe, il y a 40 milliards d'euros. C'est autre chose, c'est une retraite complémentaire. Oui, tout dépend aussi si vous le mettez sur un marché... à risque ou sur un marché très bien, mais moi je préfère un système de retraite par répartition qui lui est garanti, qui permet aux gens qu'on sache qu'ils vont avoir une pension de retraite, qui connaissent à quel niveau sera cette pension de retraite, et il n'y a pas de problème de financement de notre système des retraites en France. Il faut quand même le dire. Est-ce que vous savez que sur les 4 dernières années, si on avait pris les projections du Conseil d'orientation des retraites, il y aurait dû avoir 20 milliards de déficit. En vérité, sur les 4 dernières années, il y a eu 9 milliards d'excédents. Donc, il faut arrêter cette fake news, ce mensonge qui consiste à dire les dépenses de retraite sont à la dérive, on va pas s'en sortir, etc. Ce n'est pas vrai. Les dépenses de retraite, dans les prochaines années, elles vont augmenter de manière plus faible que la croissance et que la richesse générale produite par le pays. Donc, on a tout à fait... Alors, attention, je veux bien le croire, je veux bien le croire. Mais aujourd'hui, il y avait une explication d'une ministre qui avait dit que le régime de retraite va s'effondrer, pas maintenant, pas tout de suite, pas dans les 10 prochaines années, mais peut-être beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a un problème démographique en France. Voilà, on a un problème démographique, il y a plus d'actifs, non, il y a moins d'actifs que de retraités. Il y a moins d'enfants, c'est un peu compliqué, il faut relancer la natalité. Là, par exemple, Gabriel Attal, il avait proposé d'offrir 1 000 € sur un compte à chaque bébé. Bon, chacun a ses propositions. Je crois que l'extrême droite, c'est plus ou moins la même chose aussi. Je crois que même Éric Zemmour, c'est la même chose aussi. Bon, je veux bien le croire. Pour l'instant, il voit que tout est beau, tout est parfait. Mais attention, il y aura une réalité démographique qui va vite rattraper la réforme des retraites. Voilà. On paye plus depuis des années pour compenser. Ok. Ça n'invalide pas son propos d'Ofla. Ça ne l'invalide pas. Mais... attention, parce qu'il y aura une réalité des chiffres démographiques, il y aura une réalité entre les actifs et les retraités que Manuel Bompard ne pourra pas esquiver en quelque sorte. La retraite actuelle, c'est comme un Ponzi, tant qu'il y a des nouveaux entrants, donc des jeunes actifs, ça marche toujours d'ofla. Oui, mais là, justement, après, c'est une ministre qui a dit ça, une macroniste, donc évidemment, elle va défendre la réforme de M. Macron, mais elle a expliqué qu'après, c'est une vérité. Il y a un déclin démographique en France. Donc, après, il faut voir comment ça va se passer plus tard. Faut voir. Attention, attention, Dofla, tu glisses. Plus tu vieillis, plus tu vires à droite. Mais quel rapport? Dofla, on dit ça depuis les années 90, faut pas écouter. Cet argument est faux. Ah, vous trouvez que c'est... On n'a pas de problème démographique en France, les mecs? Ah ouais? Êtes sûr de ça? Parce qu'on a déjà... On a déjà regardé des différents reportages, des articles, etc. Et la population, elle est plus productive d'Ofla. Ok, je veux bien vous croire, les mecs, mais... Oh, ok. La productivité du travail, c'est ça la clé. D'accord. Ah, mais vous le voyez sur un autre prisme que la démographie. Ah, ok. Ok, je comprends ce que vous voulez dire. D'accord, putain, ok. C'était pas facile. C'était pas facile. Je capte. Je capte. Ok. Ça ken toujours aussi fort en France. Ah, je sais pas, gros. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, mon gars. Hein. Si tu rapportes 3 fois plus qu'à 50 ans, on s'emballe d'être 3 fois moins d'actifs. D'accord, ok. Je comprends l'angle. D'accord, je comprends l'angle. Ok. Fait la possibilité, merci de vos explications. Non seulement d'abroger la réforme de la retraite pour la ramener à 62 ans. Moi, ça me dérangerait pas, les mecs, de réarmer la France. Hein. Moi, je suis disponible si vous le souhaitez. Hein. Il y a... un décalage d'1 an. Il y a une majorité des députés pour abroger. Mec qui part votons.
Et si on vote, il y a une abrogation. Et vous allez d'ailleurs le proposer. Et ensuite, on revenir là-dessus défend l'idée de la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron disait que ça coûtait, c'est les chiffres d'Emmanuel Macron, 28 milliards d'euros par an. 28 milliards, c'est précisément les exonérations de versement de cotisations sociales qui n'ont pas été compensées par l'État ou qui sont contournées. C'est tout à fait possible de financer. Par exemple, Dofola, un jeune actif aujourd'hui est autant plus productif que 3 jeunes actifs dans les années 70, pardon. Donc c'est soit on fait plus d'enfants, soit on améliore notre productivité du travail. Ok. D'accord, moi je l'avais pas sous un bon angle. D'accord, ok. Ok. Tu es libre ce week-end? C'est une mesure comme celle-ci. Manuel Bompard, un dernier mot au sujet de Nicolas Sarkozy, remis en liberté avant-hier sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de rencontrer le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Certains de ses partisans y voient une forme d'acharnement judiciaire ou au moins d'humiliation. Qu'est-ce que vous dites, vous? Faut pas exagérer. Monsieur Sarkozy a été condamné par la justice, il a écopé d'une peine de prison. Il a bénéficié en début de semaine d'une libération. Il n'est plus en prison aujourd'hui. Si vous voulez que je vous démontre des acharnements, je suis pas sûr que le cas de monsieur Sarkozy y corresponde. Voilà. Vous soupçonnez l'un ou l'autre de pouvoir... Non, je ne soupçonne rien et je vais vous dire, moi, je suis pas un partisan de la détention et de la prison à tout prix. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur système, y compris pour empêcher les gens et pour prévenir la récidive notamment. Mais juste, faut pas exagérer. Monsieur Sarkozy a été libéré de prison. La justice a considéré qu'il y avait un sujet sur les contacts qu'il pouvait avoir avec le ministre Darmanin. C'est pas un acharnement de dire qu'ils peuvent pas se voir. Tout dernier mot pour en revenir au climat social du moment. La CGT appelle une journée de grève le 2 décembre prochain. Vous serez dans la rue. Il prend des pincettes. Je sais que vous êtes un parti et que c'est un syndicat. Oui, mais on les appuie, les initiatives de mobilisation des organisations syndicales, on les appuie. Et évidemment, quand il s'agit de protester contre le budget de la sécurité sociale, puisque globalement c'est le sujet de cette manifestation, bien sûr qu'on sera à leur côté. Et d'ailleurs, contrairement à ce que j'ai entendu encore un peu toute la journée sur les plateaux de télévision, les organisations syndicales, ou en tout cas la CGT et Force ouvrière pour prendre ces exemples-là, demander de surtout ne pas voter ce décalage, parce que voter ce décalage revenait à voter la retraite à 64 ans. Pas la CFDT qui soutenait la suspension. Exactement. Merci beaucoup. Mais il y avait un avis différent chez les syndicats, comme manifestement chez les partis politiques. Merci Manuel Bompard.